ça. Et je dis, quand tu étudies, quand tu vas à l'école, aller à l'école le ventre vide, aller à l'école ou quand tu rentres à la maison, il y a toujours des soucis. Tu passes dans le quartier, il y a toujours la violence. Comment tu veux que l'enfant excelle dans ça? Aujourd'hui, écoute, je m'interrogeais sur quelque chose. On en avait parlé un moment tous ensemble et je voulais qu'on en discute. C'est-à-dire que on parle souvent de ce que nos jeunes vont devenir. Là, c'est le moment de s'inscrire au cégep, tout ça. Bon, c'est la période où les jeunes déterminent un peu où est-ce qu'ils vont aller dans la vie. Et moi, je me demandais quelque chose par rapport à certaines communautés, souvent ce qu'on dit aussi de la nôtre, c'est est-ce que le fait d'être pauvre, par exemple, je dis pas que c'est que ça qu'il y a, mais est-ce que le fait d'être pauvre, ça peut être un déterminant pour ce que tu vas devenir plus tard? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que ça change? Je sais pas moi. J'ai laissé Stanley y aller. Non, mais vas-y, parce que... Non, moi, je suis en train de prendre mon souffle, là, parce que dès que j'entends pauvre, va déterminer qu'est-ce que tu vas être. Là, ça boulonne en dedans de moi, là. Ok, lâche-toi. Je dois prendre mon souffle. Ah, tu vas prendre ton souffle. Ok, il n'y a pas de souci. Je dois prendre mon souffle. All right, ben j'y vais. Écoute, je dirais pas que c'est un facteur déterministe. Pourquoi? Parce que même si on est en sciences, ben surtout en sciences sociales, je trouve que puisqu'on n'a pas d'études qui prouvent que c'est un facteur causal, on ne peut pas parler de déterminisme. J'ai de la difficulté aussi avec le terme déterminisme social. C'est pas un mot que j'aime utiliser, mais je pense que le fait que tu sois né d'une famille pauvre est un des facteurs qui est le plus d'influence sur ton devenir plus tard. Et je m'explique. Tiens, en sciences, surtout en sciences sociales, un des résultats les plus reproduits, c'est le fait que le statut socio-économique de quelqu'un, quand je parle de statut socio-économique, je parle du revenu familial, l'éducation des parents, je parle aussi de l'occupation des parents, va avoir un impact important sur la santé des individus. Donc, écoute, on a reproduit ces résultats-là dans plusieurs pays, dans presque tous les pays du monde, on voit la même chose. Plus que tu as un statut socio-économique élevé, plus tu es en santé. OK. Écoute, c'est le procès libéral. Qui tu vas devenir. Là, tu parles de ta santé, mais l'adulte que tu vas devenir, le métier que tu vas occuper, le statut que tu vas avoir toi plus tard. Mais oui, totalement. Parce que, regarde, si on prend le fait de vivre dans la pauvreté, c'est quoi? Okay? Donc, disons, un enfant qui vit dans une famille pauvre va habiter dans un quartier pauvre, va aller dans des écoles qui sont pas les plus optimales, va avoir un environnement familial qui est caractérisé par plusieurs facteurs de risque, plus de chances que les parents se divorcent, plus de chances que les parents aient des problèmes de santé mentale, plus de chances aussi que les parents sont moins disponibles émotionnellement et physiquement pour les enfants. Donc, c'est un environnement qui est caractérisé par un cumul de facteurs de risque. Donc oui, et en regardant l'accumulation de ces facteurs de risque-là, il y a plein d'études qui te montrent que oui, ça a une influence sur le devenir de la personne, incluant par exemple l'école, tes résultats scolaires, incluant ton travail, le travail qu'il va avoir plus tard, incluant son statut socio-économique plus tard dans la vie. C'est là où on va parler de pauvreté intergénérationnelle. Oui. Donc oui, ça a un impact important. Mais je dirais pas que c'est terminé.
Parce que si on t'écoute, c'est comme si... Alors, ça deviendrait une fatalité. C'est-à-dire qu'il sort de là, il n'y a plus rien, c'est fini. Pas de mais pas du tout. Pas du tout. Pas de la fatalité, s'il te plaît. Mais attends. Parce que je parle de statistiques, je parle de probabilité. La différence étant, si tu vis dans un environnement comme ça, oui, tu as plus de chances de. Mais on ne dit pas que ça va causer une fatalité. C'est ça la différence. Donc, là tu commences à parler. Mais non, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Là, tu commences à parler. Non, mais parce que moi, mon problème avec des fois, le fait que souvent les gens vont argumenter et vont dire que, tu sais, tu parles de fatalité, c'est que moi, je trouve que dans l'autre manière de le voir, c'est souvent de réduire l'impact de ces facteurs-là et toujours de prêcher l'évangile du « Ah ouais, si tu travailles, finalement, tu vas arriver par devenir ce que tu veux. » Ce qui est pas vrai. On commence sans entrer dans cette logique-là. Ouais. Sans entrer dans cette logique-là, j'ai une question pour toi. Je pense que ces recherches-là ou peu importe, là, qu'ils ont dit qu'ils ont fait des analyses, puis après ça, c'est comme c'est répandu dans plusieurs autres pays. Mais le problème, je trouve que ça prend pas en compte tous les facteurs. C'est-à-dire, tu veux dire que ça prend pas en compte, ouais, parce que là, je sais pas. Parce que là, je trouve que, quand tu parles de, on dit pauvreté qui va déterminer ce que tu vas être dans la vie. Là, on va parler de mobilité sociale. Donc, dans la mobilité sociale, ça peut être influencé par la structure de la société, et aussi à des facteurs personnels de la personne. Absolument. Et puis, le plus souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre en compte c'est comme la mobilité structurelle. Donc, qu'est-ce qui a rapport à la société? Mais ils oublient le facteur personnel. Oui, et c'est ce qui peut souvent, ce qui va souvent changer la donne. C'est que après, il y a la personne, je sais pas, c'est quoi, est-ce que c'est une personne qui est de nature motivée? Est-ce que, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent changer, mais est-ce que, justement, il y en a combien qui sortent du lot comme ça? Ouais, c'est pas une question de combien qui sortent du lot. Moi, à la base, je vous dis, je suis tout à fait, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on va dire, oh, si tu travailles, tu vas devenir ci, tu vas devenir ça. Oui, il y a une réalité dans ça, mais là, maintenant, on parle de probabilité. C'est pas tout le temps que tu vas travailler que tu vas réussir. C'est-à-dire que le fait que tu travailles, ça ne garantit pas que tu vas réussir à l'avenir, mais tu dois travailler pour réussir. Il faut faire attention. Pourquoi je dis il faut faire attention? C'est parce que là, on parle là, le plus souvent, c'est comme Christina l'a dit, des statistiques, des affaires comme ça, probabilité. Mais si tu prends, c'était quoi l'échantillon pour ces statistiques-là? Mais elle t'a dit que c'est à travers le monde. Non, c'est quoi? Là, tu prends 200 personnes, tu l'analyses, puis après ça, tu dis, oh. Non, là, tu peux pas requestionner des choses qui ont été faites depuis plusieurs années par plusieurs chercheurs pour dire que ça devient quasiment une norme. La question que je voulais poser, c'est est-ce que vous pensez que le fait d'être dans cette pauvreté-là, il y a aucun moyen de s'en sortir? Où il y a des choses qu'on peut mettre en place, il y a des choses que même la personne ou la société ou la communauté pourra mettre en place pour sortir de là, ou tu t'es dans ça et puis c'est fini. Là. Tu sais, c'est que même avant d'aller là, je suis totalement d'accord avec toi pour répondre à Stanley. C'est un des constats les plus solides en sciences sociales. Et en sciences sociales, on le sait, c'est pas les sciences naturelles, les plus solides, les plus répliquées. OK? Et pour répondre à la question de Gladys, oui, on peut. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour diminuer l'impact de la pauvreté sur le devenir des gens. Mais au-delà de ça, il faut déjà reconnaître à la base que ces facteurs-là ont réellement un impact sur nous. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que ce soit au niveau du gouvernement ou des œuvres de bienfaisance, et je ne critique pas ça, okay? Souvent, ça va être de l'aide, mais de l'aide ponctuelle. Donc, si tu as besoin de telle chose, tu vas dans tel organisme, on va te donner à manger, on va te donner ci, on va donner ça. Mais on ne voit pas oui, il y en a, mais il y a très peu de programmes qui sont là pour diminuer, en fait, les chances que les parents deviennent pauvres. Par exemple,
Je vous donne un exemple simple. Dans notre communauté, j'ai fait des recherches et j'ai remarqué sur Statistique Canada, les minorités nos amis, ouais, que à peu près, disons, 20 à 25% de la communauté noire au Canada serait pauvre, comparativement à 7% de la communauté blanche. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, tout ça? Quand même choquant, hein? Je vous parle de... Ça veut dire qu'on va pas avoir une part du gâteau. La part du gâteau qu'on va avoir va être très, très mince. C'est ça. Et on fait partie des gens les plus éduqués au Canada. Hein? Oui, donc c'est quand même un gros contraste. Être super éduqué, on fait partie des personnes les plus éduquées, mais au niveau du salaire, du revenu, on a le revenu le plus faible. Mais là, vous voyez le fait que on peut pas prendre des facteurs structurels et aussi des facteurs personnels à la personne pour dire que quand tu parles de facteur personnel, tu veux dire quoi? Parce que quand je parle de facteur personnel, ça qui est propre à la personne. Dans le sens que je dis qui est propre à la personne, ça peut être sa famille, ça peut être aussi, par exemple, quand on va parler de mobilité intragénérationnelle, donc ça peut être la personne qui évolue de par elle-même. Mais non, donne des exemples de facteurs personnels. Si je te dis facteur structurel, ça va être la famille, ça va être le quartier, ça va être l'école qu'il fréquente. Personnel, c'est qu'est-ce qui est propre à lui. Qu'est-ce que pour moi, quand tu me dis personnel, je pars dans quelque chose d'individuel. Non, mais pourquoi personnel, les facteurs personnels, disons, c'est pas individuel seulement, c'est par rapport à ton environnement. Quand je dis par rapport à ton, je vais t'expliquer. Parce que là, on rentre dans c'est comme une sorte de mobilité nette. Mobilité nette, c'est lié au parcours de l'individu qui sont des facteurs personnels. Pourquoi? Parce que il y a la famille. La famille, c'est vrai que la famille aussi va contribuer au développement de cette personne-là. Pourquoi? Par le capital social. Capital social dans le sens que c'est les contacts que la famille, les familles ont. Puis ensuite, il y a le pouvoir économique, donc l'argent. C'est-à-dire que tu vois là, même un facteur personnel, c'est comme ça retourne au fait de la structure de la société. Pourquoi? Parce que si il y a des gens qui n'ont pas de l'argent, c'est pas de leur faute là. C'est en fonction de la structure, comment la société est faite. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner des exemples. Dans les années 1900 et tout, il y avait la création de beaucoup de postes de cadres. Okay. Donc, certains ouvriers ont connu une mobilité sociale, c'est comme une ascension. De quelle communauté? Pourquoi? Attends, la communauté, tu sais, la communauté que tu sais, parce que la structure de la société, c'est ça, la structure de la société les favorise. Mais mais là, si tu me dis, vu que je suis noir, et je suis pauvre, puis ça va déterminer qu'est-ce que je suis, je veux dire, il y a un problème parce que même si je fais des efforts, comme vous l'avez dit, c'est comme il y a la structure de la société qui va me bloquer. Bien sûr. Mais c'est de ça qu'on parle, parce que si on parle de pauvreté, statut socio-économique, c'est ça. C'est parti sur le personnel, t'es revenu à ce qu'on a dit. Mais t'as pas donné des choses personnelles. Quelque chose de personnel, ce serait encore différent. Ce serait, je sais pas moi, ce serait que tu aies un QI différent, ça devient personnel. Tu vois, moi, c'est comme ça que je le vois. Non, mais le personnel, c'est plus l'environnement de la personne. Parce que, comme je vous dis, bon, bref. Comme je vous dis, parce que c'est la société, premièrement, la société et ta famille. C'est ça qui va t'aider dans ce développement-là. Puis, question de perception aussi. C'est-à-dire que 2 enfants peuvent naître dans une famille qui est pauvre, puis l'autre décide de dire, moi, je vois que c'est comme la misère, c'est comme la souffrance que mes parents ont passée. Moi, je veux pas reproduire ça. Je veux travailler, je vais aller à l'école pour devenir quelqu'un de bien. Mais encore là, est-ce que cette personne-là a accès à l'école? Parce que si sa famille n'a pas d'argent, c'est-à-dire la personne... Mais quand tu me dis... Quand tu me donnes des... Mais quand tu me dis, mais vu que tu es pauvre, tu vas pas... C'est comme... Ça va dire que tu vas rester pauvre. Il y a un problème. Il y a beaucoup plus de chances que...
Il y a beaucoup de probabilités. Il n'y a pas de chance dans ça. Mais Stanley, à ce moment-là, sors-moi tes chiffres qui montrent que ces gens-là, que les gens dont tu penses ou tu parles, je te dis pas ce que tu aimerais ou qu'est-ce que qui arrive de temps en temps une fois sur un 100 millions là. Bon, j'exagère, mais en général, même si tu prends une autre communauté, hein, la pauvreté, oublions le côté noir, on va le rajouter après parce que là ça va être autre chose. Mais juste la pauvreté, est-ce que c'est un facteur qui va, par exemple, t'empêcher d'arriver à certaines aspirations, à certaines choses que tu aimerais peut-être faire, mais que tu n'as pas les moyens de faire? Oui et non. Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'on va pas nier qu'il existe un racisme systémique. Non, parce que la personne est capable, la personne est maître de son sort. Ça, c'est autre chose encore. Ça, c'est autre chose. Je te parle de pauvreté. Imagine, retire la couleur et parle de la personne pauvre et ensuite, on va rajouter la couleur. Donc, si on parlait... Voilà. Attends. La pauvreté... Oui, les Noirs... C'est pas parce que la personne est pauvre qu'il va rester pauvre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la personne aussi peut décider de ne pas rester dans cette situation-là. L'homme est fait pour évoluer. Il n'y a pas sorti de là, tu le vois biologiquement. C'est-à-dire que le désir de statut, c'est un besoin fondamental. Les chercheurs ont prouvé ça. Non. Oui, pourquoi c'est un besoin fondamental? Parce que tu te vois en fonction de la considération que les autres te donnent. Donc, le fait que tu es pauvre, ça va agir sur ton bien-être physique, ça va agir sur ta santé mentale. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir tu vas vers cette ascension-là. C'est pour ça que je dis, pauvre, ça détermine rien. Ça veut simplement dire que tu es pauvre. Si tu es capable de sortir ces facultés-là pour te sortir de là, oui, ça va marcher. Moi, mon problème avec toi, c'est que tu sais, quand tu parles du fait que c'est pas déterministe, quand tu parles du fait que ça a des conséquences importantes sur la personne, je suis totalement d'accord. Mon problème avec toi, c'est que quand tu proposes des solutions pour que les gens sortent de la pauvreté, tu parles de toi, tu dois faire ci pour le faire. Non, j'ai pas encore proposé de solution. Mais c'est ça que tu dis. Parce que quand tu parlais, tu disais, toi, tu dois faire ci. Toi, tu dois faire ça. Ça doit venir de toi. Toi, tu dois avoir une motivation. J'ai pas dit que ça doit. J'ai pas dit que ça doit venir de la personne. Gouvernement. Est-ce que tu t'as parlé de... Non, t'as rien dit tout ça. Mais il y a des gens qui ont pu s'en sortir sans le gouvernement. Mais attends, parce que le problème, c'est que, en tant que communauté, ma question est... Tout à l'heure, Gladys disait, est-ce qu'il y a des manières, est-ce qu'il y a des programmes qu'on pourrait mettre en place pour aider ces gens-là à s'en sortir? En tant que communauté, est-ce qu'on va continuer comme ça? Ou ça va être toujours les talents, ceux qui sont les plus talentueux, qui vont finir par, comme on dit, là, genre, sauve qui peut, qui vont finir par réussir dans la vie? Ou bien on va donner l'opportunité à ces enfants-là d'avoir un environnement qui leur permette d'exceller. On s'en fout un peu est-ce que on devrait passer par des programmes environnementaux? Est-ce que nous, on devrait peut-être mettre de l'argent dans la communauté pour faire ça? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en ce moment, dans la communauté noire, on ne fait pas assez pour ces jeunes-là. Et toi, de me dire que, par exemple, un jeune de 14 ans va trouver une façon par lui-même de sortir de la pauvreté, ça c'est hypocrite. Parce que moi, je vais être honnête, jamais dans ma vie... Pourquoi c'est hypocrite? Il y en a qui sont restés dans la pauvreté. Mais je vais finir. Ils sont sortis de ça par eux-mêmes. Arrête. Arrête de rester dans ton rêve, là. Parce que nous, moi, je trouve que c'est un peu hypocrite. Pourquoi je dis ça? Moi, dans ma vie, heureusement ou malheureusement, ça dépend de comment les gens le voient, j'ai jamais vu, en tout cas, j'ai jamais passé une journée de ma vie où j'ai pas eu de quoi manger, où j'ai pas eu de quoi me vêtir, où j'ai pas eu mes parents qui étaient là, qui m'ont donné de l'amour, etc. Donc, et je regarde tout mon parcours et je dois dire que mon parcours est influencé par ça, parce que j'ai eu la chance, comparativement à d'autres, d'avoir des parents qui étaient là. Je vais finir. D'avoir des parents qui étaient là. Je modère. Merci. Christina, vas-y. D'avoir des parents qui n'ont pas fait le strict minimum, mais qui ont sacrifié leur vie
pour que moi, dans ma vie, j'ai jamais passé une journée sans avoir tout ça. Et je dis, quand tu étudies, quand tu vas à l'école, aller à l'école le ventre vide, aller à l'école ou quand tu rentres à la maison, il y a toujours des soucis. Tu passes dans le quartier, il y a toujours la violence. Comment tu veux que l'enfant excelle dans ça? Tu comprends? Tu Donc les enfants, mais c'est ça, les enfants qui vont exceller. Il y avait déjà Attends, je finis, t'inquiète. Les enfants qui vont exceller, c'est les enfants qui avaient déjà des talents, tu comprends? Donc là, pas forcément. Comme communauté, oui, parce que ça peut être une motivation. C'est pas une question de motivation parce que la motivation est influencée par ton environnement. Ce qui va se passer, tu vas les mettre dans une école. Ok. Bon, tu vois, je vais donner un exemple. On va te laisser finir et je reviens. Okay. Je vais donner un exemple simple. Tu me dis la motivation est influencée par ton environnement. Je suis tout à fait d'accord que certaines décisions que tu vas prendre dans la vie est influencée. Ces décisions-là sont influencées par ton environnement. Mais pourquoi? C'est parce que une personne, là, par exemple, tu prends deux personnes et deux enfants, deux blacks ou peu importe, et sa race et tout, qui sont nés de pères alcooliques et tout. Qu'est-ce qu'un a vu? Il a dit, moi, je vais reproduire le même pattern que mon père. Puis l'autre a dit, tu sais quoi? Inversement, moi, je ne vais pas refaire qu'est-ce que mon père a fait. Ça a influencé. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ça a influencé. Non, mais lorsque tu parles. Ou pas? Oui, ça a eu une influence, mais pourquoi? Pourquoi, lorsqu'on parle d'influence, l'influence qu'on demande toujours. Oui, c'est l'influence qu'on demande toujours, c'est toujours négatif. Non, c'est toujours négatif. Dans notre conversation, c'est pas ça qu'on avait comme. Pourquoi on cherche des rôles modèles? Si c'est négatif, le rôle modèle, il va avoir une influence. C'est pour ça. C'est pour ça que tu me dis. C'est pour ça que tu me dis, t'as eu le manger sur la table et t'étais bien et tout. Oui, ça t'a influencé d'une certaine manière, mais quelqu'un qui n'avait pas la bouffe aussi peut avoir une influence positive. Parce que le fait que cette personne n'a pas accès à ça, et dit, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas que mes enfants puissent comprendre ça. Oui, mais c'est de ça qu'on t'a parlé. J'aurais dû vous préparer avant, je suis vraiment désolée. Non, ça part, hein, là, il n'y a pas de clash. Il y a plein de clash. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On y va comme d'hab, allez. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le fait que vous dites que, oui, on a constaté le problème, c'est quoi? Mais on n'attend pas les gouvernements, on ne doit pas attendre les gouvernements qui proposent des programmes pour que nous, on puisse sortir de la pauvreté. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais on peut le faire. Je suis d'accord pour qu'il y ait des lobbies noirs qui vont là-bas à Ottawa et au Québec et qui font ça. Je suis totalement d'accord. Ce que je dis, c'est que nous aussi, on a un travail à faire. Et en regardant dans notre communauté le taux de pauvreté qu'on a par rapport à l'autre, je pense qu'on devrait commencer à se rendre compte qu'il y a un problème. Parce que ça veut dire que tous les problèmes qu'on a en ce moment dans nos quartiers, dans nos environnements, dans nos écoles, ben, en partie, c'est influencé par ce problème-là. Et c'est un problème structurel, right? Donc, comment... Oui, mais est-ce que tu penses que... Mais c'est comme Gladys aime le dire. Est-ce que tu penses que... Pourquoi moi encore? Est-ce que tu penses que si le problème ne concerne pas l'autre, il va vouloir travailler dessus? Money talks. Si tu as le pouvoir économique pour avoir des lobbies, là on commence à parler. Là, on commence à avoir une conversation. Oui, tout à fait d'accord avec toi, parce que à la base, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'ai pu voir? C'est-à-dire que, oui, c'est sûr que on va avoir des difficultés pour réussir. Des fois, c'est le système, des fois, comme tu as dit, c'est notre statut social. Mais arrivé à un certain niveau, on dirait qu'il y a certains de nous que, vu qu'ils sont passés par là, tout le monde doit passer par là aussi. C'est pour ça que tu vas voir qu'il n'y a pas vraiment de partage dans la communauté. Ça, c'est un autre sujet. C'est comme quand Christina va dire aussi, il faut et si tu pèses économiquement, et c'est vrai, il faut peser économiquement, mais des fois, peut-être que est-ce que la façon dont on aborde certaines choses dans nos communautés, c'est la bonne façon de faire les choses? Parce que, tu sais, quand on fait plein de choses, c'est très bien, mais quand on fait que ça, par exemple, tout le monde doit être entrepreneur, OK, tout le monde va être entrepreneur, c'est parfait. Mais l'argent de l'entrepreneuriat, là, pour le faire, on va l'emprunter où? On va repayer où? Tu sais, c'est tout ça. On veut faire des choses, mais c'est comme si tout ce qui est la structure de fond n'est pas revu. Et si on maîtrise pas, nous, la structure de fond et on n'y est pas investi, et que c'est l'autre qui la gère, finalement, on gère rien.
On gère rien. On pourrait faire n'importe quoi, mais on gérera pas si on gère pas la structure de fond qui va être, par exemple, des banques, des communautés économiques, des communautés sociales, des choses vraiment solides sur lesquelles les communautés peuvent se reposer. Mais la question est comment sensibiliser tout le monde? C'est pas obligé de sensibiliser tout le monde, il faut commencer par des petits morceaux, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que, mine de rien, surtout dans les souches sociales, plus, disons, les gens qui viennent, qui sont plus riches, voilà, ce serait peut-être la meilleure manière de le dire. Souvent, je pense qu'ils partagent l'opinion que les gens qui sont pauvres, c'est de leur faute. Ça, c'est pas libéral. Mais, tu sais, je le dis, je choisis mes mots pour ne pas me faire jeter des pierres. Mais vraiment ça, parce que des fois, tu sais, en anglais, on dit « you need to check your privilege », right? Et je pense que souvent, on ne le fait pas. Tu vois, je viens de le faire, genre, voilà, ma vie est ça, donc c'est qui suis-je pour juger? Je peux pas dire que la personne n'a pas de motivation à faire quelque chose, quand si je me mets à sa place, je me rends compte de tous les obstacles que la personne doit faire face avant d'arriver à la même position que moi. Donc, c'est comme si, tu sais, on est dans une course de 30 mètres. Moi, je suis déjà au 15e, toi, tu es encore là. Exact. Qui suis-je pour le dire? Donc, il faut déjà que les gens le reconnaissent. Avant même de parler, ah ouais, dans la communauté, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que dans la communauté, on a ces genres de conversations-là? Est-ce qu'on admet? C'est ça, si tu pars pas avec les mêmes chances, même si tu es motivé, tu peux avoir des gens motivés. Et oui, c'est vrai, cette année, il y a des gens qui sont motivés et qui y arrivent. Mais il y en a combien? Parce que avant d'arriver, comme a dit Christina, dans ta course d'obstacles, tu en as tellement des haies à sauter qu'il y a un moment, tu vas te décourager. Il faut vraiment avoir la niaque, là, pour y arriver. Quand tu as déjà tout ça d'obstacles à franchir avant d'arriver à ton but. Il y en a qui vont y arriver, mais combien vont y arriver? Ouais, mais le problème, c'est pas que c'est pas que je comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire, c'est pas que je suis pas conscient du problème, mais je prends ça d'une façon personnelle. Pourquoi? Parce que dans le sens que je vois ça, c'est-à-dire que et on dit lorsqu'on parle de motivation, lorsqu'on parle d'autres choses, c'est plus les affaires qui sont négatives. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec les études, les affaires comme ça. Oui, c'est sûr que ton milieu, vu que tu es le produit de ton milieu, si tes parents sont pauvres, tu as beaucoup plus de chances de devenir pauvre. C'est comme l'ascension sociale va être beaucoup plus difficile pour toi. Difficile. Parce que qu'est-ce que tu vas faire pour mais le discours que je entends, même si ça doit être la réalité, je veux entendre le discours aussi pour inciter les gens. Tu peux pas forcer les gens. Hein. Mais regarde, ce que tu vas faire pour pouvoir t'en sortir, souvent, tu vas essayer d'aller fréquenter d'autres statuts, d'autres lieux. Malheureusement, parce que on vit pas en ermite, on vit dans une société. Et ça a été structuré de la sorte. Pour pouvoir t'extirper de ce milieu de pauvreté et être la personne qui, comme tu dis, avait la motivation à être sortie, il va falloir que tu ailles fricoter un peu avec les autres milieux. Il va falloir... Malheureusement, on est toujours en train de faire ça. Et qu'est-ce qu'on voit quand on voit nos élites, les gens qu'on voit le plus souvent et qui sont en avant? Souvent, c'est ce qu'ils ont dû faire. Et c'est ce qu'il faut peut-être changer. Non, il n'y a pas sorti de là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait que si tu vis dans cette situation-là, tu dois avoir un mentor, tu dois avoir un modèle qui est capable de canaliser ta pensée pour te dire, oui, c'est vrai, il y a ça, mais si tu essaies d'autres choses, ça peut marcher. Puis je trouve que c'est ça qui existe, c'est ça qui n'existe pas dans notre communauté. C'est-à-dire qu'il y a des modèles. Je veux pas qu'on me lance des pierres et tout. Il y a des modèles. Il y a beaucoup de gens qui veulent un changement. Mais on dirait que ces gens-là font pas beaucoup de bruit. On dirait qu'il y a d'autres choses qui prennent le dessus. Je sais pas pourquoi. Du modèle. Moi, je parle pas juste du modèle. C'est sûr qu'il faut un modèle, il faut des mentors. Ça, c'est quelque chose. Mais pour arriver à ce modèle et ce mentor, tu vas passer par quoi? Par où? Si on te le dit pas, si tu sais pas, si t'as pas accès à ça. Verbaliser. Non, mais regarde, on reprend l'exemple de Christina. T'as un enfant de 14 ans, il est ado. Comment il va savoir? Comment il va savoir où aller? Quand aujourd'hui, il sait même pas s'il va avoir 2 tranches de pain pour faire un sandwich, et encore s'il a de quoi mettre dans le sandwich. Tu penses que ça
sa question première, ça va être de savoir, OK, qu'est-ce qu'il faut au centre communautaire pour que je puisse avoir un mentor? Ça, il saura même pas de quoi on parle, déjà. Il va se dire, ah, le frigo est encore vide, là, j'ai faim. Tu sais, sa préoccupation sera ça, là. Et il saura même pas, il va aller à l'école et la concentration sera même pas là parce que les besoins primaires ne seront pas comblés. Donc, comment tu peux demander à quelqu'un de performer, de devenir le meilleur de sa version, le meilleur de sa version ou la communauté meilleure que la version qu'elle est, si tu lui donnes pas les bases déjà, les bons outils pour se battre? Mais, tu vois, pour rebondir sur l'idée des outils que tu as donnés, regarde, il y a pas mal de recherches qui a été fait sur ça. Par exemple, aux États-Unis, il y a le Head Start, un programme où il y a, lorsque les femmes qui sont plus pauvres, monoparentales, ont des enfants, les infirmières viennent chez elles et les aident. Tu vois, les montrent comment alimenter le bébé, quoi faire avec le bébé. Et tu vois, au fur et à mesure, ces gens-là, ils apprennent et au fur et à mesure, ils deviennent de plus en plus indépendants et sont capables de prendre soin de leurs enfants. Est-ce que nous, dans nos communautés, on pourrait pas faire de même? Je veux dire, comme un soutien à la famille. Surtout les familles qui arrivent au Québec, qui ont peut-être, dans leur pays, qui avaient un statut socio-économique plus élevé, qui ont étudié, qui arrivent ici avec un diplôme, pensant qu'avec ce diplôme-là, ils pourront avoir accès à un emploi et être stables, et qui arrivent ici et qui se rendent compte que c'est totalement le contraire. Ça change leur statut économique. Ils passent d'un milieu peut-être modéré à un milieu pauvre. D'un coup, ça change toutes les perspectives. Tu n'as plus le même combat. Tu te bats plus pour les mêmes choses. Là, tu te bats pour remplir le frigo. Tu te bats plus pour te dire... peut-être qu'avant, tu te battais pour te dire, OK, dans quoi je vais investir demain? Mais si tu n'as même pas de quoi investir dans ce que tu vas mettre dans ton ventre, comment tu veux penser à investir dans la communauté? Donc, c'est vrai que ce serait parfait d'avoir des programmes comme ça pour aider. Mais si la maman, par exemple, qui doit nourrir l'enfant, n'a pas de quoi nourrir l'enfant, tu pourrais lui montrer par A plus B comment laver l'enfant, comment lui mettre de la crème. Il faudrait déjà qu'elle puisse l'acheter, la crème. Il faudrait déjà qu'elle puisse l'acheter, le lait. Mais si elle n'a pas déjà ça, après, de n'importe quelle façon qu'on puisse lui montrer de faire quelque chose, c'est comme dans tous les programmes. Le nerf de la guerre, c'est le cash. Il faut injecter des fonds. Il faut permettre à ces gens-là d'avoir accès à certains financements. Pas un prêt, là. Un prêt, tu t'endettes. Et même des fois que tu veux faire un prêt, tu viens de certaines communautés, tu vas être refusé d'office. Donc, il y a cet accès à la richesse qu'on n'a pas, que certaines communautés n'ont pas. Donc, on aura beau mettre toutes sortes de programmes, le problème de fond reste là. Ouais, mais est-ce que quand même, puisque le problème étant que beaucoup de ces gens-là qui immigrent pensent qu'avec leur diplôme, ils vont finir par avoir un travail ou ils vont étudier dans certains corps de métier qui finalement, on le sait très bien, n'amènent à rien. Est-ce que s'ils ont accès à cette information-là avant d'immigrer au Canada ou au début de leur immigration, ils pourraient prendre une décision beaucoup plus claire et nette sur ce qu'ils veulent faire plus tard? Tellement. Ce serait une préparation, en fait. Mais c'est vrai qu'on te dit souvent, il faut préparer ton immigration, mais si tu n'as pas la bonne information ou l'information est erronée, les gens qui sont ici, c'est comme si demain ma sœur me dit, je veux immigrer ici. Mais je vais lui donner toutes sortes de conseils pour qu'elle puisse pas elle puisse pas rentrer dans le mur. Parce que je sais qu'est-ce qu'elle va traverser, qu'est-ce qu'elle peut vivre. Et il y a ça. C'est pas juste aider les gens. Oh, je vais t'aider à remplir tes papiers. OK, tout le monde n'est pas illettré, là. Désolée. Je veux pas manquer de respect aux gens, mais tu sais, c'est pas juste ça de l'aide à l'immigration, de l'aide à l'intégration. C'est aussi faire comprendre à la personne, peut-être que ce que toi, tu avais l'habitude de vivre où tu étais, tu pourras pas vivre la même chose ici. Prépare-toi, parce que le choc va être quelque chose. Tu vas vivre ce choc-là. Prépare-toi à ce choc-là. Il y a des gens, par exemple, ils avaient une compagnie où ils étaient. Ils arrivent ici, sont obligés de redescendre de statut. Ben, regardez, par exemple, les chauffeurs de taxi, les préposés aux bénéficiaires, pas toutes, mais beaucoup de personnes ont dû prendre des métiers qui sont en dessous de ce qu'ils avaient l'habitude de faire pour pouvoir vivre dans le pays. Parce qu'il faut manger, il faut payer les factures, il faut se loger. Mais eux, c'est pas ça qu'ils voulaient faire quand ils sont arrivés. Mais est-ce qu'ils s'y attendaient à vivre ça? On leur a dit, oui, viens, parce que quand on est ailleurs, quand on est dans les pays, on imagine que c'est l'Eldorado. Mais quand on arrive et qu'on n'est pas préparé, la claque dans la face, elle fait mal. Parce que aussi, le problème qu'il y a dans le système,
c'est parce que ces sociétés-là, moi je dis tout le temps, les sociétés occidentales, ils te font miroiter, c'est comme des belles choses, comme quoi tu vas venir ici, c'est comme ton ascension sociale va exploser. Mais et tout. Moi j'aimerais comprendre quand est-ce qu'ils te font miroiter ça. Parce que peut-être je connais pas, peut-être j'ai pas cette information-là. Est-ce que par exemple, je prends un exemple, quand tu es en Haïti, le Canada fait de la propagande pour dire venez ici, je sais pas moi, c'est le pays, je sais pas moi, c'est le jardin d'Éden. Ça peut être le gouvernement parce qu'il y a certaines personnes qui vont entrer dans la structure, c'est à cause que ils exerçaient tel métier dans leur pays, puis après ça, le Canada les a acceptés en fonction de ça. Puis lorsqu'ils vont venir ici, ils vont voir c'est tout à fait le contraire. Puis l'autre chose aussi, c'est la diaspora. Tu sais, la diaspora, je parle, c'est nous. C'est-à-dire que là, tu montes, tu conduis ta BMW et tout, là, t'es à l'aise. Puis les gens là-bas, mais je dis pas tous les immigrants vont immigrer pour avoir une stabilité, pour monter dans la structure sociale. Mais la majorité, c'est à cause de ça. Mais lorsqu'ils viennent ici, ils vont faire face à beaucoup de problèmes. Ils vont voir que c'était pas ça. Mais moi, je suis tout à fait d'accord dans le sens que le problème est là, le problème existe. C'est-à-dire que on doit penser qu'est-ce qu'on doit faire. Puis notre pensée doit être concertée. Parce que oui, c'est sûr que les gouvernements, on doit mettre des programmes pour ces citoyens. Mais nous aussi, en tant que communauté, en tant que communauté, famille et tout, on a notre destin en main. Parce que je trouve que qu'est-ce qui arrive avec nous? Oui, c'est sûr qu'il y avait l'esclavage. C'est sûr que, tu sais, comme, il y a des barrières sociales et tout. Mais qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on doit faire aussi? C'est de voir, comment je peux contribuer dans le système? Qu'est-ce que je peux faire aussi? Oui, il y a ça, mais il y a aussi, regarde, je prends un exemple. J'ai vécu en Europe, j'ai vécu aussi dans les îles. Je suis arrivée ici, il y avait des ententes. Il y a aussi ce problème-là que je sais pas comment les gouvernements de chaque pays s'entendent, mais il y a des pays, regarde juste les Ukrainiens again, ils vont avoir des passe-droits. Ils vont avoir des passe-droits, des choses qui vont être faites pour faciliter leur immigration. On va reconnaître certains diplômes, on va déjà leur mettre en place un filet de sécurité pour pouvoir immigrer sans casse-tête, sans mal de tête, parce qu'ils ont déjà quelque chose de sérieux à vivre. Mais il y a ces choses-là qui sont faites, même pour des gens qui vivent pas en guerre, des ententes qui sont faites. Par exemple, je vais prendre un exemple. La France et le Québec ont des ententes, par exemple, sur les diplômes. Quelqu'un qui a étudié en Europe et qui vient ici n'a pas besoin de repasser certains diplômes. T'as même pas besoin de repasser ton permis, par exemple. Imagine juste ça. Le temps que tu sauves. Imagine, toi, on te dit, tu conduisais chez toi, mais non, c'est pas pareil. Tu sais même pas faire la différence entre ta droite et ta gauche, là. C'est un peu ça qui te disent. Comme si toi, t'es tellement arriéré que arrête de construire tes cases en tôle là, et en paille, là. C'est pas ça ici. Alors que c'est pas vrai. Ça, c'est de la méconnaissance. Et donc, de ce fait-là, ils ne reconnaissent pas certaines acquisitions, certains acquis que les gens ont eus dans leur pays, et ça fait que la personne est obligée de recommencer à zéro. Et donc, souvent, on va pas dire souvent, mais plus souvent que rarement, va vivre la pauvreté parce qu'elle n'aura plus accès à ce mode de vie-là, parce que justement, le système n'a pas mis en place la reconnaissance de ce qu'elle avait déjà acquis. Mais c'est bien qu'est-ce que tu as dit, mais il y a quelque chose aussi que tu dois comprendre. Moi, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Vas-y, c'est qu'on soit sensibilisé par qu'il y a beaucoup de facteurs qui ne nous favorisent pas. Mais à cause de notre couleur, ça ramène tout le temps à la couleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que comme tu as dit, oui, c'est sûr que l'Ukrainien, le Français et tout, mais dans le système, dans la tête de ces gens-là, de ces personnes-là qui sont, je vais plutôt dire non noirs au lieu de dire blancs, ils nous prennent pas au sérieux. Oui, il y en a dans notre pays qui ont des diplômes qui sont valorisants, mais il y en a des faux diplômes aussi. Mais dans leur tête, là... Mais ça, c'est partout, c'est pas pour... Oui, non, tout à fait, c'est partout. Mais pourquoi nous, ils nous voient comme ça, puis les autres, il
c'est comme, oh, mais il n'y a pas de problème, ça peut fonctionner. La peur de la différence de l'autre, de la méconnaissance de l'autre. Non, moi, je dirais que c'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance. Tu penses? Oui, ça, c'est de l'arrogance. Parce que, regarde, OK, tu me dis un mec qui est diplômé en médecine, qui a pratiqué la médecine pendant 35 ans dans son pays. Et quoi? C'est quoi? Les corps, la physionomie, ça change de pays. Je t'ai dit, tu reconnais pas ta droite et ta gauche. De toute façon, chez toi, on marche sans chaussures. C'est quoi, là? Mais Christina, ils vont questionner. Ils vont questionner ta pratique. Ils vont questionner ta pratique. Est-ce que tu as été dans une école reconnue? Est-ce qu'il existe la Sorbonne chez toi? Mais pourquoi? 30 ans de carrière, frère. Mais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on revient encore au fait que ils font la comparaison. Pour eux, c'est comme, désolé, mais on va parler de notre ami Hitler. Je vais loin là, je vais fort. Mais pour lui, la race aryenne était la race. Tout devait être comparé à cette race-là. Et pour moi, même si c'est moins fort, les gens disent, ah, tu vas fort là. Mais c'est ça. C'est que si c'est pas eux le modèle, alors c'est pas bon. Si c'est pas comme eux, si c'est pas reconnu par eux, c'est comme si c'est à eux de donner le sceau de validité. OK, tiens, sceau ISO, c'est toi, c'est moi qui ai décidé que ça c'est valide. Ça c'est pas valide, c'est pas comme moi je veux. Et c'est pour ça qu'on a ces difficultés là, c'est parce que c'est eux qui mettent les règles. C'est pas normal parce que, disons, c'en est, tu me dis probablement qu'ils vont pas reconnaître l'école. Il y a pas de souci. Ça se peut que tu me dises qu'au niveau des spécialités, c'est pas la même chose au Canada. Demande à la personne de passer un examen général. Tu le notes en fonction de cet examen-là. Et tu décides qu'est-ce qu'il a besoin d'aller chercher pour aller faire ce qu'il a. Donc, c'est pour ça que je parle d'arrogance. Parce que si tu sais, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Mais de quel monde tu vis? Déjà, ils n'acceptent pas ceux qui veulent, ceux qui sont ici, qui veulent faire l'effort de rentrer dans certaines facultés. Puis là, tu penses. Mais moi, alors, à ce moment-là, ferme ta bouche et viens pas te plaindre qu'il n'y a pas assez de médecins. Parce que tous les médecins qui doivent être chauffeurs de taxi pour ramener ton cul du point A au point B, eh ben peut-être que tu aurais pu leur donner à passer une équivalence. Ils le font pour d'autres diplômes et pour d'autres pays. Comme je t'ai dit, je suis passée par la France, j'ai été à l'université là-bas. Quand je suis arrivée ici, j'ai eu tout est monnayable, bien sûr. J'ai eu à payer une équivalence et bim bam boum, ça y est, j'ai un diplôme équivalent et je peux faire ce que je veux quasiment. Mais si je venais du fin fond du monde, là, on m'aurait dit, ah, ben non, c'est pas reconnu, mais est-ce que c'est un vrai papier d'ailleurs, madame? C'est du papier, ça, parce que les feuilles de chanvre, madame, c'est plus d'actualité. Oh my God. Écoute, regarde, c'est un portrait très désolant. Hein. Oui, c'est désolant. C'est fou parce que, tu sais, ces gens-là, ils partent de chez eux, ils ont toute cette connaissance, cette richesse. Au lieu d'utiliser cette richesse-là pour améliorer la société, on les prend, on les met de côté. Tu sais? Et pourtant, toute cette connaissance-là aurait pu bénéficier les gens de chez eux. Mais par contre, pour les impôts, absolument, par contre, il n'y a pas de problème. On parle, non. J'ai vécu cette expérience-là, je l'ai vécue seule noire dans une équipe et tout. On commence à parler blablabla, on me demande mon expertise, étant la seule à l'avoir. Et à un moment, il y a une proposition pour un poste de niveau supérieur auquel j'ai les qualifications, j'ai les qualifications et tout, et pour lequel j'aimerais justement postuler. Et la réaction, ça a été, ah ben non, il faut quand même tel diplôme. Alors ma réponse a été, eh ben ça tombe bien, je l'ai. Tu sais, c'est quoi quand tu m'as vu, qu'est-ce qui t'a dit que, ah ben elle là, c'est qu'est-ce qu'elle fait là, elle va aller passer la mop là. C'est parce que c'est la loi, on en avait parlé, non, la loi sur l'équité en matière d'emploi, voilà. Mais il n'y a pas d'équité. Là, ce sont des termes inventés pour nous ramollir, pour nous mettre à notre aise. Il n'y a pas d'équité. Parce que moi, qu'est-ce que je vous dis? Pourquoi le problème qu'on a, ça va tout le temps ramener à la même chose. Si on va voir dans les sociétés occidentales, c'est là maintenant, ils vont dire, vu que on évolue dans des sociétés démocratiques, donc normalement,
tout le monde a la même chance. Normalement, si tu es pauvre, si tu es riche, si tu es pauvre que tu n'es pas riche, c'est parce que tu n'as pas fait l'effort. Puis c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? C'est parce que tu vas avoir, dépendamment de la structure, comme la structure de la société, c'est-à-dire que même si on peut dire que la société est fluide, il y a beaucoup de gens qui vont passer et c'est comme dans les échelons supérieurs, qui vont monter, qui vont changer de classe sociale, mais il y a des inégalités. C'est comme ça favorise certaines personnes, ça favorise certaines ethnicités. Donc oui, le problème doit être posé des deux côtés. Qu'est-ce que les gouvernements sont prêts à donner pour que ces gens-là puissent évoluer, c'est pour que ces gens-là puissent avoir une promotion sociale. Et qu'est-ce que nous aussi, avec le peu qu'on a, l'intelligence, c'est comme l'argent et tout qu'on est prêt à faire. Donc, c'est une réflexion profonde qui doit concerner tous les jeunes de notre communauté. Là, il faut s'asseoir, table de concertation. Et puis, à un moment, il faut arrêter de parler, quoi. Il faut agir. Oui, non, il faut arrêter de parler. Absolument, il faut arrêter aussi d'aller manifester dans les rues. J'ai aucun problème aux gens qui manifestent. Mais parler, manifester, ça c'est encore autre chose. T'as vu du jeu, t'as vu comment on manifeste ici. Ouais, ça va, quoi. On va prendre une petite marche, easy breezy, on va le faire, ça va être correct, tu vois. Mais pour revenir sur ce que tu as dit, je trouve que c'est une bonne idée et je pense aussi qu'il faut vraiment qu'on lutte pour qu'on ait plus d'accès à l'emploi. Parce que c'est ça qui va changer les choses. Quand les parents vont avoir un plus grand accès, je parle des immigrants, chez les immigrants, à l'emploi, pas juste les emplois subalternes, je ne juge pas, mais vous avez compris ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est toujours dans les mêmes... Pas juste de l'alimentaire, là. Voilà, on va rester comme ça. Donc, pas juste ça, mais arriver à avoir des postes de cadre, arriver à avoir des postes où on décide, voilà, ce qui se passe. Je pense que là, on pourra dire que oui, on pourra changer les choses. Mais après, oui, effectivement, la communauté aussi doit commencer à réfléchir à ces problèmes-là. Ben justement, pour quelle piste de réflexion on peut demander à nos auditeurs? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Sur quoi on peut les lancer justement en tant que communauté pour finir avec notre sujet? En tout cas, finir pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Ouais, mais pour ma part, je pense que il faut faire cet exercice, cette réflexion-là par rapport aux privilèges que tu as et comprendre aussi, comparativement à ta vie, à ton parcours, pourquoi certaines personnes n'ont pas réussi. C'est pas juste par faute de motivation. Souvent, surtout chez les Noirs, parce que c'est ça notre évangile, quoi. Il faut toujours se surpasser, il faut toujours être la meilleure, il faut toujours être ci et ça. Et quand on ne le fait pas, c'est toujours à cause de nous, jamais à cause de tous les facteurs structurels qu'on doit affronter. Ouais. Donc, je pense que oui, nous, c'est ça qu'on doit faire. Comprendre que, écoute, oui, moi j'ai réussi, mais peut-être que l'autre, il va pas réussir. Et il y a des facteurs qui font en sorte qu'il va pas réussir. Si nous, en tant que communauté, on trouve une façon d'alléger ces facteurs-là, on va donner plus de chance à d'autres talents, à d'autres personnes qui peut-être n'auraient pas réussi, à réussir. Donc, ce serait ça mon mot final. Et toi, je trouve ça très bien. mais pour moi, je dirais aux gens c'est comme d'avoir cette réflexion-là, de se poser la question, qu'est-ce que cela prend vraiment pour vivre dans une société égalitaire? C'est-à-dire où tous les gens ont cette chance-là, tous les gens vont partir à 0 puis sont capables d'aller jusqu'à 10. Ouais. Bonne réflexion, hein, parce que à part, comme je dis, le monde des bisounours, c'est l'utopie, mais on y croit. Maybe, il faut rêver dans la vie. Je suis vraiment désolée d'avoir échauffé vos esprits comme ça, mais on aime ça. Ça marche, Merci. Merci, bon après-midi. Salut. Bon après-midi et attendez, on doit bien dire aux gens de s'abonner à notre page. Oui, s'il vous plaît. Instagram, commentez. Oui, mettez des commentaires, dites-nous ce que vous pensez du sujet, de nos arguments et puis j'espère à bientôt, quoi. Puis on doit dire aux gens aussi que c'est comme nos discussions, même si les discussions sont majoritairement en français, il y a des sous-titres en anglais, espagnol, créole, peu importe là. Donc, c'est portugais. Portugais. Ils doivent pas hésiter à s'abonner puis à nous laisser des commentaires. Puis c'est comme ça qu'on va évoluer, qu'on va progresser.
C'est parfait. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. de votre disponibilité. Salut. Bye.